Bonjour à tous, merci de suivre Ailleurs dans le monde. Une délégation de médiation africaine s'est rendue en Ukraine puis en Russie pour prôner la fin de la guerre. Cyril Ramaphosa, le chef d'État sud-africain, se trouvait à la tête de la délégation composée de 3 autres présidents, Macky Sall du Sénégal, Hakainde Hichilema de la Zambie et Azali Assoumani des Comores, président en exercice de l'Union africaine, ainsi que des représentants congolais, ougandais et égyptiens. Ils ont rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky samedi à Kiev avant de s'entretenir avec le chef d'État russe Vladimir Poutine le lendemain à Saint-Pétersbourg. Bien que ce déplacement n'ait pas ouvert de perspective de négociation, pour certains, il positionne le continent comme potentiel médiateur. Alors quel était le contenu du plan de paix africain? Quel est le bilan de ce déplacement? Pour en parler, je reçois Bangaline Goran, historien. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim, bonjour à tous et à toutes. Et Lassine Bakayoko, journaliste, chef de service économique ici à la RTI. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour Fatim. Alors messieurs, déjà pour qu'on comprenne ce qui justifie le déplacement de ces personnalités africaines, ça fait plus d'1 an que le conflit russo-ukrainien se poursuit. Quelles sont finalement les conséquences pour le continent, déjà sur le plan économique? Alors sur le plan économique, les conséquences sont énormes. Il faut savoir que l'Ukraine et la Russie sont 2 pays exportateurs de blé et de tournesol. Et donc, le fait que le continent ait du mal ou bien ne soit plus approvisionné dans ces 2 denrées essentielles dans les habitudes de consommation des pays africains porte un grand préjudice et vient déséquilibrer, si vous voulez, l'ensemble des circuits commerciaux. Il faut dire que l'Ukraine aussi et la Russie ont des positionnements géographiques très stratégiques par rapport au commerce international. Donc la chaîne logistique est complètement déstabilisée. De ce fait, les bateaux, les navires qui devraient transiter par le Bosphore et dans la mer Rouge, tout ça, aujourd'hui, ne sont plus en situation de le faire tranquillement. Ils sont obligés de contourner, ce qui en rajoute au coût des facteurs, notamment vers les destinations de l'ensemble du monde, mais essentiellement de l'Afrique. Donc, tout cela fait qu'aujourd'hui, les conséquences sur l'ensemble du monde entier sont énormes, mais les conséquences sont beaucoup plus prononcées aussi au niveau de l'Afrique, puisque l'Afrique déjà fait face à certaines fragilités liées à la faiblesse de ses capacités d'échange au niveau mondial. Donc, il est évident que la crise russo-ukrainienne a des incidences sur l'Afrique et on le voit aujourd'hui, beaucoup de pays connaissent des renchérissements au niveau de beaucoup de denrées. Je pense au pétrole, je pense au gaz, je pense au carburant. Et un pays comme la Côte d'Ivoire avait pensé que cette crise allait pouvoir être gérée dans le temps, parce que c'était un phénomène conjoncturel et donc avait fait preuve de résilience au niveau de certains prix. Mais finalement, la Côte d'Ivoire s'est rendue compte qu'il faut prendre des mesures structurelles puisque la crise devient structurelle. Et vous avez vu les conséquences, un petit réajustement au niveau des prix du pétrole et peut-être au niveau d'autres produits dans les mois, en tout cas les mois à venir. Je ne fais pas de mauvaises prédictions, mais il est évident que les conséquences vont continuer de peser sur l'Afrique. Elle vient de le dire, les conséquences immédiates, en tout cas directes, sont d'abord d'ordre économique. C'est ce qui justifie le déplacement de cette délégation, c'est d'aller plaider, parce qu'ils sont allés pour demander la paix, mais est-ce que c'était aussi une manière de faire un plaidoyer Oui, absolument, parce que l'Afrique aujourd'hui est, je dirais, victime des conséquences collatérales de cette crise. Et pour que l'Afrique sorte de cet engrenage économique dans lequel elle a été entraînée, il faut forcément que le conflit prenne fin. Parce qu'aujourd'hui, ce qui déterminera en fait de nouvelles conditions sur le continent africain, c'est le fait de conjuguer des efforts pour mettre fin aux facteurs qui ont déclenché la situation de fragilité aujourd'hui qui est ressentie par plusieurs pays africains. Et l'un des éléments essentiels qu'il faut relever, c'est le fait que cette crise a entraîné en fait le renchérissement de la valeur du dollar. Étant donné que la dette africaine, qui généralement représente environ 30 à 40% des dépenses annuelles de chaque État, donc le remboursement du service de la dette, du fait de l'augmentation de la valeur du dollar, a non seulement une incidence sur des importations des pays qui deviennent plus chers,
Au-delà de ça, il faut payer la dette à des niveaux qui ont évolué de 10 jusqu'à voire 15%. De sorte que c'est venu exercer une pression sur les budgets des États. On fait des dépenses supplémentaires qu'on n'avait pas prévues. On peut tenir à ce rythme-là sur une année, 2-3 années, ce n'est pas possible. Donc finalement, il faut trouver une solution pour mettre définitivement fin à cette crise. Étant donné que la Turquie s'y a essayé sans grand succès, avant la Turquie, la France même s'y a essayé dans ce rôle sans grand succès, les États africains ont voulu jouer sur le fait que l'Afrique a généralement au niveau des relations internationales l'image de l'espace d'avenir avec lequel aucun des acteurs internationaux ne veut se fâcher. Donc ils ont voulu jouer vraiment sur cette image du grand sud global qui est plus ou moins, qui a ses accès auprès de tous les belligérants, qu'ils soient à l'ouest ou à l'est. Tout le monde donne accès aujourd'hui à l'Afrique parce qu'elle s'est repositionnée au niveau des enjeux géopolitiques comme le continent de l'avenir. Et donc, ils ont voulu vraiment essayer ce coup-là, même si, bon, on parlera du bilan, il n'est pas forcément reluisant. Oui, mais la situation est d'autant pressante que cette crise, du fait du renchérissement des coûts du dollar, dont parle le professeur Bangali, il faut ajouter aussi que cette crise a succédé à une sorte de crise, la crise sanitaire mondiale. Et donc, déjà, les pays africains, l'ensemble du monde, je vais dire, mais davantage les pays africains étaient déjà fragilisés. Et cette crise russo-ukrainienne est venue ajouter un mal au pire. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation absolument critique. On comprend, la situation est critique, elle est pour beaucoup d'autres États, beaucoup d'autres régions du monde. Mais quelle est, notre crédibilité? Pourquoi la médiation africaine serait plus écoutée que la médiation européenne, que la médiation américaine ou toutes sortes de médiations? Vous nous dites continent d'avenir, mais est-ce que ça suffit pour se faire entendre? Oui, au-delà de ça, je pense que déjà l'idée de cette médiation vient d'un proche du président Denis Sassou Nguesso, du nom de Jean-Yves Olivier, qui est un homme d'affaires français qui fait partie du dispositif diplomatique, de diplomatie parallèle du président du Congo-Brazzaville, et qui est à la tête d'une fondation appelée la Fondation Brazzaville. Et donc, il y a eu cette idée qu'il en a parlé avec le président Denis Sassou Nguesso, qui à son tour l'a partagé avec ses pairs africains. Et finalement, pour quelle raison, on ne sait pas, on s'est peut-être dit que cette médiation, au moins, intervient à un moment d'offensive, parce qu'actuellement, sur le front ukrainien... Oui, ils ont été accueillis par des bombes. Justement, parce ils ont été accueillis par des missiles. Même jour, pendant qu'ils étaient à Kiev, il y a eu des missiles qui sont tombés sur la ville. Voilà. Donc, on est vraiment dans le feu de l'action. Donc, certainement, ils se sont dit, ce serait bien qu'au moment où, parce qu'en Europe, généralement, quand il y a ce genre de conflit-là, l'hiver, il y a un ralentissement des combats. Après l'hiver, il y a, disons, le printemps, à cause du dégel, les sols sont mouillés, les chars ne peuvent pas beaucoup bouger. Donc, il y a une sorte de... Le front se fige. On reprend les hostilités véritablement à partir de l'été où il y a... Les conditions climatiques sont réunies. Donc, ce sont dit certainement qu'en faisant coïncider cette initiative pendant une période où il y avait une reprise des hostilités, ça allait forcément avoir plus d'impact. Et donc, je pense qu'il y avait deux raisons. Déjà, le fait que l'idée soit proposée par le président Denis Sassou Nguesso, qui finalement lui-même n'est pas venu. Et puis après aussi, le fait que ça intervenait à un moment où il y avait une sorte d'intensification des combats. Je pense que c'est... J'aimerais qu'on revienne sur justement les protagonistes. On a cité Macky Sall. Cyril Ramaphosa avait l'air d'être à la tête de cette délégation. Azali Assoumani, président des Comores et aussi président en exercice de l'Union africaine. On a le Zambien aussi. Qu'est-ce que ça dit de cette délégation quand on voit les personnalités présentes et les pays associés, le Congo, l'Ouganda et l'Égypte? D'abord, je voudrais dire que l'Afrique aujourd'hui est le médiateur, on va dire, un peu idéal, puisque les autres parties du continent se sont largement prononcées, donc ils sont devenus peut-être juges et parties. C'est-à-dire qu'il y a une suspicion légitime qui plane sur l'ensemble de ces pays. C'est vrai qu'en Afrique, à titre individuel, certains chefs d'État, certains pays ont pris des positions pour ou contre, mais d'une manière globale, l'Afrique n'a pas pris une position tranchée. C'est-à-dire que depuis que, c'est vrai, Cyril Ramaphosa, on peut le suspecter de rouler un peu pour la Russie, puisque eux, ils ont une tradition un peu souverainiste. On peut soupçonner peut-être même le chef... En tout cas, il ne critique pas Poutine. Il ne critique pas, il ne dit pas oui, il ne dit pas non. Et
Mais on peut donc penser que l'Afrique avait la position idéale, puisqu'elle n'a pas encore véritablement pris parti dans le conflit pour aller faire de la médiation. Ça, c'est deux. Maintenant, vous parlez de l'intervention, le choix. Oui, le profil des chefs d'État. Les choix des pays et des personnalités qui ont fait le déplacement. Bon, je pense déjà que le choix d'Azali, il y a deux aspects. Le choix d'Azali, c'est d'abord, il est le président en exercice de l'Union africaine. Et la Zambie, c'est un pays réputé calme, où le processus démocratique est vraiment d'actualité. Et puis Ramaphosa, c'est quand même la puissance économique du continent, dont la voix compte, qui fait partie des BRICS, BRICS auxquels appartient la Russie et d'autres pays, la Chine, etc., etc. Donc, et nous avons Macky Sall. Macky Sall aujourd'hui qui a une stature un peu, si vous voulez, une vraie statue au niveau de l'Afrique. Mais moi, je vais aller au-delà. Pourquoi? Parce qu'il avait la présidence, la présidence de l'Union africaine. Oui, au moment où la crise éclatait, c'est lui qui avait la présidence de l'Union africaine. Donc, il connaît le passé et puis il a un relationnel assez prononcé avec ses chefs d'État. Mais moi, je soupçonne ces chefs de vouloir peut-être détourner l'attention des questions de politique intérieure dans leur pays, puisque Azali est fortement contesté dans son pays. Ma question suivante. Ouais. Il est fortement contesté dans son pays parce que, vous savez, aux Comores, sur les îles qui composent les Comores, la présidence doit être tournante. Azali, moi, je ne dirais pas qu'il a violé la Constitution. En tout cas, il a violé le pacte qui liait les trois Comores. Et Macky Sall, tout le monde sait, fait face à une crise intérieure liée aux velléités du troisième mandat. Et puis, quand on prend Denis Sassou Nguesso, lui, il est pas en quête de légitimité, mais il est aussi... il fait partie des doyens du continent. Moi, je ne parle pas de crédibilité. Et puis, je pense que tous ces gens-là avaient des agendas personnels et qu'ils ont essayé de diluer dans un agenda global africain. Et c'est ça qui a peut-être justifié leur choix et leur acceptation pour l'expédition de Pétersbourg et de Kiev. Un autre aspect du casting que je veux relever rapidement, c'est que, disons par le contenu, ils ont fait l'effort quand même de composer un casting où il y avait des différentes sensibilités par rapport aux conflits qui ont été déjà exprimés antérieurement. Le président de la Zambie, par exemple, est réputé proche, pro-ukrainien, de par le vote déjà de son pays à l'ONU sur cette question, mais aussi de par les prises de position publiques qu'il a affirmées, étant donné que son pays est dans un processus de renforcement de l'état des droits. Donc, ils ont voulu vraiment défendre, si vous voulez, une position dans cette histoire-là de droit des pays à disposer de leur destin. Et puis, l'Afrique du Sud, c'est le contraire, c'est-à-dire, même s'il ne déclare pas ouvertement, l'Ukraine les a accusés il y a quelques mois de cela d'avoir livré des armes à la Russie. Donc, à partir du moment où, dans un conflit, même si vous ne vous prononcez pas ouvertement, que vous ne condamnez pas et que vous êtes accusé d'avoir livré jusqu'à des armes aux belligérants, c'est clair que pour les Ukrainiens, l'Afrique du Sud est tout sauf neutre. Et puis, bien sûr, les deux autres membres de la délégation, il y a forcément le président de l'Union africaine, malgré le fait que ce soit un personnage au niveau national contesté, mais il n'en demeure pas moins que c'est le président qui incarne aujourd'hui la voix. Mais est-ce qu'il y va au titre vraiment de l'Union africaine et de tous les pays africains? Il y va au titre de l'Union africaine. Pourquoi? Parce que, en fait, cette initiative d'initier un rapprochement avec les parties du conflit a été engagée sous Macky Sall. Et je pense que c'est à cette occasion-là qu'il est encore là. Ils avaient déjà eu une première initiative, le président Macky Sall s'y était rendu en tant que président de l'Union africaine. Donc, on considère que c'est un chemin qui avait été tracé par l'Union africaine. Et donc, non seulement il fallait que le président Nassi soit là, mais que celui qui était l'ancien, qui a eu la première initiative également, et qui avait ouvert la porte, soit également là. Donc, je pense que leur présence s'explique, même si on comprend que ce ne sont pas forcément des exemples. Du coup, le fait qu'ils soient mis devant va contribuer en fait à affaiblir l'empreinte de l'initiative. Parce que quand vous avez en face de vous quelqu'un comme Volodymyr Zelensky qui, au niveau de l'Europe même, il donne l'impression d'être un super président qui donne souvent, à travers ses prises de parole, l'impression qu'il donne des ordres aux autres chefs d'État européens. Alors donc, il y a quand même une certaine carrure dans laquelle a projeté la solidarité internationale qui a été créée autour de l'Ukraine. Et quand vous avez en face de lui des présidents qui, dans leur pays, sont contestés,
par des situations de conflit, que ce soit par l'opposition ou par la rue, c'est clair que c'est... Je reviens à ma question de crédibilité, et surtout à un moment, une séquence qui vraiment a fait beaucoup réagir, notamment sur les réseaux sociaux, les populations africaines. La délégation donc, des dirigeants africains pour une médiation en Ukraine s'est rendue dans la ville de Boutcha, près de Kiev, théâtre d'un massacre de civils imputés à l'armée russe. Absolument. Le dépôt de germes, encore une fois, a vivement été critiqué, même si on est bien conscient que c'est symbolique et que on peut quand même souhaiter le repos en paix de toutes ces victimes. Mais au même moment, peu de temps avant, au Sénégal, on comptait une dizaine d'individus morts à la suite de manifestations. C'est ça qui choque. Les gens n'ont pas compris cette image, alors que le président sénégalais ne s'est même pas prononcé sur les victimes dans son propre pays. Je pense qu'ils c'est ça qui a inspiré. Ils n'ont pas vraiment eu le choix, parce que, vous savez, depuis que le conflit a commencé, Boutcha, après en tout cas la découverte des atrocités, a été érigé comme un lieu de mémoire où, dans le tracé de la trajectoire diplomatique de tous les invités de marque qui arrivaient en Ukraine, on faisait en sorte qu'avant d'aller à Kiev ou en tout cas après Kiev, ils passent par Boutcha pour aller exprimer leur respect, exprimer leur solidarité symbolique avec le peuple ukrainien martyr. Et donc, c'est un chemin obligé que le président français, quand il est parti, il s'est déplacé sur place, a eu à faire, que ce soit les présidents de l'Europe ou en tout cas ceux des États-Unis. Mais en France, malgré les manifestations contre la retraite, on n'a pas compté une dizaine de morts. Ils sont obligés, c'est un passage obligé, ils étaient obligés d'y aller. Après, quand ils prennent la parole, surtout, est-ce qu'ils condamnent, parce qu'on peut vous obliger à être là, mais selon ce que vous dites, est-ce que vous condamnez ces atrocités pendant que vous en commettez chez vous? Je pense que c'est sur ça qu'on doit quand même être rigoureux envers eux, quoi. Vous comprenez que c'est choqué, cette image où on fait de la confusion, on ne doit pas mélanger les choses. Moi, je pense que ceux qui contestent la décision, c'est un peu trop tiré par les cheveux. Parce que, de toute façon, ce sont des règles de bienséance. On ne peut pas arriver à Kiev sans arriver à Boutcha. On ne peut pas arriver à Kigali sans faire un tour sur le mémorial. Ça ne veut pas dire qu'on a pris fait et cause. Or, vous savez très bien qu'à Kigali, il y a certains qui pensent... tout le monde n'a pas la même appréciation du génocide jusqu'à aujourd'hui, même si la communauté internationale a déjà déclaré, a déjà pris une certaine position qu'il s'agit d'un génocide. Mais je sais bien qu'il y a des Rwandais qui ont une autre lecture de la situation. Mais on ne peut pas aujourd'hui, au nom de cette contestation d'une partie des Rwandais, aller à Kigali et ne pas faire un tour sur le mémorial basé dans le royaume, disons, dans la capitale rwandaise. Donc je pense que quand les chefs d'État arrivent à Boutcha, c'est symbolique. Mais c'est une règle de bienséance. Mais quand même s'il y a la guerre, il faut un peu d'humanité quand même. On parle de dizaines de blessés qui ont eu lieu à Dakar et que les gens n'ont pas... Non, à Dakar, il y a plus que des blessés. Il y a des morts. Effectivement, il y a eu des morts. Mais est-ce qu'un chef d'État y est allé et il n'a pas effectué le rituel? Moi, je pense que la crise ukrainienne, c'est vrai, une âme est une âme, mais ce qui se passe au Sénégal, si vous voulez, c'est une crise intérieure. C'est une crise intérieure. Or, ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, c'est une crise internationale qui a des relents qui touchent. La preuve, la crise qui se passe au Sénégal n'a aucune incidence sur les autres pays, même de l'Afrique, a fortiori du monde. Pourtant, ce qui se passe en Ukraine, donc il faut arrêter chaque fois pour l'Afrique de se victimiser et de se mettre dans une sorte de posture qui montre que toujours en train de se placer comme la position d'un orphelin. Non, l'Afrique ne doit pas se comporter comme une orpheline partout où il y a des conflits. Il faut que l'Afrique apprenne à prendre son destin en main. Donc moi, je pense que les chefs d'État qui vont à Boutcha, qui vont sacrifier un rituel, je ne vois aucun mal à cette démarche. Je pense que c'est une réaction normale de la population africaine parce qu'une vie doit en valoir une autre. Et je pense que c'est bien de réagir ainsi parce que finalement, ces présidents-là qui sont contestés ne vont pas, comme ils ont l'habitude de le faire, utiliser ces genre d'occasion pour se laver leur image. Parce que quand vous avez fait n'importe quoi chez vous, excusez-moi du mot, et qu'il y a une telle délégation qui doit se constituer, que vous arrivez à vous insérer dedans pour aller vous couvrir au niveau international de la statue de faiseur de paix, pendant que chez vous, à la maison, vous êtes plutôt un pyromane,
il est clair que la société civile, qui est de plus en plus consciente et qui est assez introduite sur ces questions-là, qui suit l'actualité internationale, ben, il est tout à fait normal que les gens sortent de leur silence pour dire attention, tel président ou encore un tel autre fait de l'hypocrisie parce que voici ce qu'il fait chez lui pendant que de l'autre côté, il va participer à une cérémonie pour honorer des mémoires. Donc je pense que toutes les vies se valent et donc il est tout à fait normal que ces critiques-là puissent être élevées parce qu'il n'est pas question que ces présidents utilisent cette occasion-là comme une sorte de blanchiment de leur image. Oui, moi je pense qu'il faut... ce type de discours peut rendre l'Afrique ingouvernable. Parce qu'aujourd'hui, si chaque geste est scruté, montrez-moi un seul pays au monde où le chef d'État n'est pas contesté en interne. Il n'en existe pas. Même la Russie aujourd'hui est fortement contestée, malgré les étouffements du régime de Moscou. On sait, vous voyez, que il n'y a même pas longtemps, le principal opposant Alexei Navalny a été condamné à une peine extrêmement lourde. Donc forcément, il y a des contestations dans l'ensemble des pays, même en Ukraine. Hein, voilà. Y compris en Ukraine, il y a des contestations. Donc on ne peut pas se baser sur les contestations internes, sur les questions de politique intérieure, pour demander qu'il n'y ait plus de diplomatie active de la part de nos chefs d'État. Donc je pense que c'est... C'est quoi la réelle politique, comme on dit, la réelle politique? Oui, la réelle politique est là. Je pense qu'il ne faut pas que l'Afrique aussi... Mais ce que nous ne pesons pas, dans les relations internationales, c'est le rapport de force qui compte. Aujourd'hui, il faut que nous ayons ce rapport de force, là, il faut que nous ayons une force critique pour pouvoir faire face à la diplomatie, pour être intégré à la diplomatie mondiale. Pour le moment, ce n'est pas le cas et il va falloir se contenter de notre position et ne pas pleurnicher. Je pense que la question de fond, c'est en fait surtout le choix, pour ce genre d'émission, le casting des personnalités qui sont engagées. Je pense qu'on a raté une bonne occasion de conduire une délégation, même s'il faut pour cela prendre un seul président et encore d'autres personnalités, peut-être culturelles ou en tout cas du monde des affaires du continent, et composer ce mix-là pour y aller. Mais de là à vouloir prendre des chefs d'État, mais encore il faut faire un minimum d'efforts. Pour vous, le casting n'est pas bon? Pour un meilleur casting. Je pense que le casting, on aurait pu faire mieux. Moi, je pense que le casting a été très bien fait. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse trouver un chef d'État qui soit propre, comme le professeur le recommande. Mais on pouvait aujourd'hui, Cyril, en dehors de peut-être le président zambien, qui lui-même, il y a une opposition assez musclée au niveau de Lusaka, mais je pense que l'ensemble de ces chefs d'État ont des oppositions fortes et ils sont en situation normale dans leur pays. Maintenant, il faut dissocier peut-être le fait que partout dans le monde, voilà, les personnalités politiques, les autorités politiques sont contestées. Il y a une défiance présente partout, en Occident, en Afrique, pas pour les mêmes raisons. Distinguer ça de ce qu'on a dit juste avant. Mais moi, je voudrais savoir l'efficacité de cette visite, puisqu'au fond, c'est ce qu'on veut comprendre. Parce que le plan de paix proposé par cette délégation a été rejeté de part et d'autre, de tous les partis. Messieurs, était-ce une visite pour rien? Ça y ressemble, même si finalement des membres de la délégation ont dit qu'il ne fallait pas prêter trop attention à ce qui a été dit devant les caméras parce qu'à huis clos, pendant les échanges, ils ont vu que des deux côtés, les esprits étaient ouverts. Donc c'est une manière, en quelque sorte, dans leur conférence de presse à leur retour au pays, de donner l'impression qu'ils n'ont pas fait le voyage pour rien. Mais pour ce qu'on a vu de manière publique, je pense que nous on en juge en fonction de ce qu'on a vu de manière publique. Il est évident que des deux côtés, ils ont essuyé un refus poli. Et ce n'est pas étonnant parce que, vous savez, en matière de relations internationales, quand un médiateur s'engage dans un conflit, il y a deux facteurs qui pèsent dans la balance. Le premier facteur, c'est est-ce qu'il est dans une échelle d'influence où il fait le poids. Quand vous avez des chefs d'État qui ne sont même pas capables, parce qu'en relation internationale, il y a deux échelles d'influence. Il y a l'échelle locale, l'échelle régionale et l'échelle internationale. Quand au niveau de l'échelle locale, vous n'êtes même pas capable de régler un conflit dans votre propre pays, comment est-ce que vous pouvez sauter même l'échelle régionale, c'est-à-dire africaine, pour chercher à aller régler un problème à l'échelle internationale où, dans le conflit, est engagé un pays qui est détenteur de la bombe nucléaire, qui a une puissance nucléaire. Donc il y a déjà un déphasage d'échelle qui faisait que cette médiation ne pouvait pas avoir d'incidence. Et deuxième, disons, échelle d'analyse également, ou en tout cas échelle de lecture, c'est que quand un médiateur s'engage dans un conflit, s'il n'a pas de moyens de pression, ce type de conflit, mais finalement on se retrouve à une situation où le conflit, finalement, les deux belligérants, ils ont l'impression qu'ils ont en face des médiateurs qui ne peuvent rien
je veux dire, ils n'ont aucun moyen pour exercer des pressions sur eux, pour essayer de les dérouter de la voie de la belligérance. Donc, à partir du moment où ces deux conditions n'étaient pas réunies, pour moi, c'était un voyage juste pour les beaux yeux des caméras, ou en tout cas pour... Ramaphosa nous dit que cette initiative est historique car c'est la première fois que des dirigeants africains se lancent dans une mission de paix au-delà des rives du continent. Qu'en pensez-vous de cette réflexion et des propos tenus par l'historien? Moi, je pense que ce n'était pas une promenade de santé. Ce n'était pas non plus une visite de plaisance. Parce que il fallait pas... L'ampleur du conflit est telle qu'il ne fallait pas imaginer que, juste au premier contact, que les problèmes soient réglés. Et il parle de rapport de force qui doit être en faveur... Le médiateur doit avoir une certaine puissance pour exercer une certaine pression sur l'une ou l'autre des parties, ou même les deux à la fois. Mais je pense que ça a montré ses limites, puisqu'aujourd'hui, on a bel et bien vu que l'OTAN et le bloc occidental a exercé des pressions énormes. Et toutes les mesures d'embargo ont, on va dire, échoué. En tout cas, n'ont pas porté le fruit escompté. Donc, je pense qu'on ne peut pas concentrer tout dans le rapport de force en pareille situation. À un moment donné, il faut un peu de moralité. Il faut un peu de jugeote. Et je pense que c'est dans cette position que l'Afrique était. Puisqu'il est évident que l'Afrique ne pouvait pas exercer des pressions économiques ou diplomatiques, militaires ni sur l'Ukraine, ni sur la Russie. Les États-Unis n'ont pas réussi, l'OTAN n'a pas réussi, l'Union européenne n'a pas réussi, pour ça, malgré les sanctions économiques. Donc, quelque part, est-ce que finalement, ce n'est pas aussi, non pas nous surestimer, nous sous-estimer? Ceux qui ont la puissance nucléaire, qui ont la puissance militaire, qui ont la puissance économique, ont échoué. Un échec patent depuis une année. Absolument. Donc, est-ce qu'on va faire peut-être preuve plus d'indulgence que Bakayoko veut dire avec cette petite initiative, enfin, peut-être petite. Le problème, c'est que tous les moyens militaires ont échoué. Tous les moyens militaires ont échoué, tous les moyens économiques, en tout cas ceux qui ont la puissance commerciale, tout ça a échoué. Donc, à mon avis, on ne peut pas tout orienter, on ne peut pas orienter vers le tout militaire, ou même vers le tout économique. Oui. Il faut, à un moment donné, qu'il y ait de la diplomatie. Je pense que l'Afrique s'est inscrite dans cette diplomatie, peut-être vue, mais aussi silencieuse. Donc, il ne faut pas tout de suite blâmer la démarche africaine, parce que la démarche africaine permet aussi, même d'un point de vue psychologique, d'intégrer l'Afrique au Conseil mondial, puisqu'aujourd'hui, la voix de l'Afrique est en train de compter. Et ça, c'est un bon point pour notre continent. Bon, je pense que, moi, je n'ai rien contre une lecture idéaliste des relations internationales, mais moi, je fais partie de ce qu'on appelle au niveau des relations internationales l'école réaliste. Et la réalité, c'est qu'il y a souvent des types de conflits qui, généralement, ne peuvent pas se régler par une médiation, que ce soit par des moyens de pression, des moyens des démarches diplomatiques. Et ce type de conflit me fait penser à ce qui s'est passé en Corée. C'est-à-dire que finalement, il y a une sorte de neutralisation des deux camps, et on a établi une ligne figée qui est restée. Aujourd'hui, on a une Corée du Nord et une Corée du Sud qui n'ont pas changé. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vers cette situation-là qu'on évolue. Ce conflit ne prendra fin que par épuisement des deux camps belligérants. De sorte que finalement, on va vers le schéma où on aura deux Ukraines. Une Ukraine qui est adossée à l'Europe, qui est l'Ukraine de l'Ouest, et puis une Ukraine qui est russophone, qui est adossée à la Russie, et qui sera favorable à Moscou. Donc je pense que c'est le type même du conflit ne favorise pas qu'on puisse avoir une sortie de médiation, par la médiation. Mais ce type de schéma-là, ce type de schéma que vous prévoyez doit être endossé par quelqu'un. Parce que même si on venait à créer un schisme qui devient naturel, comme sur le modèle de la Corée dont vous parlez, et une partie de l'Ukraine russophone et une partie occidentophone, permettez-moi le barbarisme, mais je pense qu'il va falloir que quelqu'un vienne endosser cet accord. Donc je pense que le continent africain, aujourd'hui, a beau jeu de s'intégrer. C'est vrai qu'on peut soupçonner Azali Assoumani de vouloir se donner une statue internationale pour pouvoir diluer les problèmes intérieurs. Oui, ça c'est une critique qui peut être fondée, mais je pense que l'Afrique a son mot à dire et elle a bien joué son jeu. Messieurs, merci infiniment pour tous vos éléments de réponse. Merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte sur cette citation. À une juste guerre, préférons une injuste paix, de Samuel Butler. À vous de juger. Restez sur RTI. Merci de votre fidélité.